Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui se trouve toujours dans la peur à 29. Du côté des marchés US, on se trouve toujours dans la zone de greed à 67. Pour compléter ce Fear and Greed Index, je vais laisser la parole à Alan qui a une information plutôt intéressante. Alors, installez-vous confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain pour une nouvelle vidéo. C'était Zap Crypto. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est de l'analyse de data comme j'adore. Donc là, c'est un tweet de France Crypto qui explique que depuis sa création en 2018, le Fear and Greed, donc c'est le Crypto Fear and Greed que je vous présente tous les jours sur Twitter. J'ai bégayé sur le Bitcoin. Nous n'avons jamais traversé une année sur laquelle la moyenne de cet indicateur est aussi basse. Donc en 2018, on a eu une moyenne de 31, donc pareil, c'est dans la peur. En 2019, ça a recommencé à monter un petit peu, on était à 45, toujours dans la peur. En 2020, 53, on était assez mitigé. 2021, là, ça commence à péter, pareil, 55. Et par contre, après, en 2022, on est là sur une moyenne de 25. Donc là, voilà, il met 3 gouttes de sang pour dire blowout parce qu'il y a tout le monde qui saigne. Et voilà, c'est un record. Donc on est plus bas que le dernier bear market. Voilà, c'est des datas qui sont quand même assez intéressantes. Peut-être que l'augmenter de ces taux d'intérêt n'a rien à voir avec le fait que KuCoin essaye d'attirer des fonds pour des problèmes de liquidité, pour ne pas être insolvable. Mais en réalité, peu importe. Si les gens paniquent et retirent leurs fonds, un bank run démarre. Et si un bank run démarre, il y a deux possibilités. Soit ils ont l'argent, parce qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi avec les fonds des clients, et donc du coup c'est bon. Soit ils n'ont pas l'argent, et du coup ça sera pas bon. Alors là, on nous dit, en fait, ils avaient perdu 500 millions de dollars à cause de l'UST, et ils fonctionnent de manière fractionnaire depuis lors. Mais comme il n'y a pas eu de bank run, on n'a pas été au courant. Et là, si un bank run démarre, ça va peut-être arriver. Ça va peut-être arriver. Donc, vous pouvez considérer que le risque est élevé ou que le risque n'est pas élevé. Mais moi, je trouve que risque élevé ou pas élevé, ça ne sert à rien du tout de prendre ce risque. Troisième sujet, Alameda. Pour rappel, il a été dit que SBF aurait détourné les fonds de ses clients pour sauver Alameda Research, la société d'investissement d'FTX. Là, quand il aborde le sujet, il a une défense plutôt tête à claque. Parce que Sam, ce qu'il capte pas, c'est que t'as des gens, dans cette affaire, ils ont perdu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Là, on sort du cadre de n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, bla, bla, bla. La crypto, c'est volatile, bla, bla, bla. Pas du tout. On parle pour certaines personnes de l'épargne d'une vie, d'un jeune qui aura mis toutes ses économies. On sort carrément du cadre de j'ai perdu un peu d'argent. Pas du tout. There was a I was wrong. I was incorrect on Alameda's balances on FTX by a fairly large number, an embarrassingly large one. And it was because of a very poorly labeled accounting thing. And that was a pretty big miss, and meant that Alameda was substantially more levered than I thought it was. This whole long saga. And then the saga ends, and I honest to God believe if I hadn't filed for bankruptcy, all users would be whole and withdrawals would be on FTX right now. And not just US, international as well. 8 minutes after I filed for bankruptcy, 4 billion more came in of liquidity. Et là, dans cette histoire, il dit tout simplement qu'il a fait une erreur et qu'il n'a pas volé cet argent. C'est faux, parce que dès lors que t'offres à tes parents plusieurs penthouses à plus de 100 millions de dollars, que FTX bouffe pour plus de 70 millions de dollars, que tu choisis de régaler le Parti démocrate de 70 millions de dollars, et il y a plein d'autres dépenses dont on n'en a même pas connaissance, tu peux pas plaider l'erreur. Tu sais que tu déconnes avec cet argent. Il parle d'erreurs dans les comptes, il parle de libellés sur des transferts d'argent. Genre, avec tout l'argent que t'as mis, t'es pas capable d'avoir une direction financière de malade, un département juridique de malade. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai envie de le claquer. Je me dis que normalement, t'as structuré tout ça. Après, je suis peut-être un peu naïf, je sais pas. Et il rajoute que finalement, son erreur, c'est d'avoir déclaré faillite un peu rapidement et que 8 minutes après la déclaration de cette faillite, il avait trouvé une solution pour FTX, qu'il avait trouvé des milliards pour sauver la plateforme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Moi, j'y crois pas du tout.
De toute façon, tout ce qu'il dira, j'y croirai pas. Ensuite, on a BitBoy Crypto, qui est un des influenceurs crypto les plus connus au monde, 1 million de followers, qui nous dit qu'il va faire un Twitter Space avec SBF et que SBF a dit oui. Ça va arriver entre maintenant et dans 2 semaines, sachant que SBF, on va le voir de plus en plus parce qu'aujourd'hui, il a un meeting, je crois, avec Vitalik, avec je sais plus trop qui, là, à New York. Donc, du coup, il se passe des choses intéressantes. En plus, aussi, la news de FTX, enfin, il se passe plein de trucs, de XRP. Donc, il se passe plein de trucs actuellement. Vraiment, les marchés, c'est en effervescence, là. Oui, Clémenté qui nous confirme que les mineurs sont en train de lâcher du Bitcoin et en train de vendre. Tu peux le voir plus. C'est le Bitcoin, c'est le Bitcoin net flow des mineurs. Lorsque c'est vert vers le haut, ils achètent des Bitcoins où ils le hold. Lorsque c'est rouge vers le bas, ils sont en train de vendre. Et là, en ce moment, c'est en train de lâcher. C'est pas joli. On débute les actualités du mardi avec une mise à jour sur l'affaire BlockFi. Comme je vous le disais hier, la plateforme BlockFi, qui avait déjà été mise en difficulté par la chute de Terra plus tôt cette année, a finalement déposé bilan sous le chapitre 11 aux États-Unis à cause de son exposition à FTX qui était venue à leur secours cet été. Et le truc, c'est que aujourd'hui, on apprend qu'ils entament une procédure judiciaire contre FTX pour récupérer 52,6 millions de dollars d'actions Robinhood qui auraient dû leur revenir en tant que collatéral d'un prêt accordé à FTX. De plus, il y a des rumeurs qui courent disant que Sam Bankman-Fried aurait tenté début novembre de revendre ses actions alors même qu'ils avaient déjà signé l'accord de prêt. À savoir que la plateforme s'est engagée à rembourser plus de 100 000 créanciers, donc ils tentent bien sûr de récupérer ces 52 millions de dollars de fonds, mais le problème c'est que FTX est également placé en faillite sous le chapitre 11, et ils sont ainsi théoriquement protégés contre des poursuites en justice de ces créanciers pour pouvoir sereinement restructurer la société, donc les poursuites entamées par BlockFi risquent d'être longues et compliquées. Bref, en l'espace d'1 an, on est passé d'acteurs crypto à qui tout semblait réussir, à des acteurs qui se mettent en faillite et s'attaquent même en justice pour tenter de récupérer de la liquidité bloquée chez leurs anciens partenaires. C'est moi ou il y a une ambiance de merde ? On va parler maintenant de Kraken. Kraken, c'est un exchange américain qui vient en fait de faire un règlement à l'amiable avec le département du Trésor aux États-Unis pour payer une amende qui est pas énorme, hein, on parle de 360 000 $ pour Kraken, c'est vraiment rien du tout, parce qu'en fait ils auraient autorisé des transactions réalisées par des Iraniens sur la plateforme Kraken pendant de nombreuses années. Les États-Unis, voilà, il y a l'embargo avec l'Iran, ils interdisent ce type de choses. Kraken n'a pas voulu contester, ok, ils ont payé les choses, et en fait c'était parce que ils validaient bien qu'à l'inscription on venait pas de l'Iran, ils avaient un blocage au niveau de l'IP, mais une fois qu'on était logué, il y avait plus de validation à ce niveau-là, donc on pouvait passer par un VPN, on va dire, à la connexion. Une fois qu'on était logué, on pouvait faire ce qu'on voulait sans rien. Enfin bon, ils ont juste voulu trouver une excuse, je pense, pour donner une amende à Kraken, et c'est ce qu'ils ont fait. Ça ne va pas avoir beaucoup d'impact sur la société, et c'est un souci en moins. S'ils veulent faire une introduction en bourse, ça reste une bonne chose. Pour commencer, vous devez comprendre qu'il existe dans l'écosystème des crypto-monnaies 3 grands types de nodes différents. Le node validateur, le masternode et le full node. Les 2 premiers types de nodes sont directement liés au consensus de Proof of Stake et vont être notamment utilisés lorsque vous souhaitez réaliser du staking. Pour le full node, celui-ci va être aussi bien utilisé en Proof of Work qu'en Proof of Stake, et son utilisation est extrêmement différente des 2 premiers. Alors, petite remarque avant d'aller plus loin, mais en fonction des projets, le nom peut être un petit peu différent. Dans certains cas, on va parler de supernode, de Baker, etc., etc. Mais c'est vraiment purement marketing. À partir du moment où vous avez un système de staking avec des nodes, ce sera forcément un des 3 dont je viens de vous parler. Et on termine avec justement cette fondation qui se lance dans la crypto, sur les dons de crypto plus précisément, qui a fait un partenariat avec la maison Machi. Donc c'est une maison qui fait des vêtements, on va dire, un peu luxe. On peut dire ça comme ça ? Oui, en fait, c'est une maison qui fait des vêtements assez luxe, effectivement, avec des matériaux de qualité, et qui est payable en Bitcoin. Ouais. Bon, quand on dit luxe, c'est surtout le prix qui est luxueux, hein. C'est pas forcément la matière. Le t-shirt, par exemple. C'est de la bonne matière, coton bio et tout, il y a pas de souci. Ouais. Mais effectivement, ça reste quand même. Je crois que le t-shirt c'était 800 €. Hein, voilà. mémoire, hein. Vous voyez ce beau t-shirt là ? Bon, quand vous voyez le design et sa mère, le t-shirt, il aura beau être dans un coton bio arraché du cul d'une chèvre qui a été élevé au grain en plein air.
Bon, 600 balles quand même. Bon, après, c'est pour la bonne cause, celui-ci. Donc celui-ci, oui, si les dons sont reversés totalement à la Fondation contre le cancer, c'est une bonne chose à faire. Toulouse, quoi. Voilà. Par contre, je vous laisse regarder après le reste de la collection de la Maison Bacci. Bon, c'est pas ma cam, voilà. Disons ça Oui, comme ça. après, si vous voulez faire un don auprès, effectivement, de la Fondation Toulouse Cancer, vous pouvez, effectivement, on mettra les liens, ils ont tout un système et vous pouvez accéder directement et faire des dons sans avoir à acheter le t-shirt. Tout à Là, fait. c'est une opération que fait la Maison Bacci et c'est tout à leur honneur. Maintenant, si vous décidez de faire un don auprès de la fondation, bah, vous n'hésitez pas à suivre les liens. On a déjà Slashbean qui fait la promotion parce que je crois que lui, il est à côté et qu'il est lié à l'hôpital de Toulouse. Ouais. Et bref, il y en a plus d'un qui ont fait sur Twitter, qui ont fait la promotion, effectivement, et qui ont acheté le t-shirt. Donc voilà, toutes les aides sont les bienvenues, que ça soit 5 € ou pas. N'hésitez pas à faire un petit don donc au sein de la fondation Toulouse Cancer Santé. Ouais, surtout que on va se le dire clairement, les gars, si vous êtes dans la crypto, c'est que vous êtes un peu dégène, et si vous êtes dans la crypto, investi dans la crypto, c'est que vous avez quand même un peu d'argent à perdre. Je pense que vos investissements ne comportent pas que le Bitcoin et l'Ethereum, mais je suis sûr que si je regarde vos toilettes, il y a aussi ce qu'on appellerait du Shibnobi, hein, un shitcoin. Donc voilà, allez donner vos 5 balles, 10 balles, 100 balles, tout ce que vous pouvez perdre. De toute façon, ce que vous mettez sur la crypto, c'est ce que vous êtes censé pouvoir perdre. N'hésitez pas à être généreux. Ça sera toujours une bonne action de fête. Exactement. C'est des choses qui, au moins, vous rapporteront peut-être pas d'argent, mais qui vous rapporteront du baume au cœur. Parce que sauver des vies, c'est quand même mieux que de faire des profits. Allez. Voilà, ils ont pour objectif d'atteindre 200 000 € cette année. S'ils pouvaient les battre grâce aux crypto-fans qu'on est, bah écoute, avec grand plaisir. Voilà, on mettra les liens. Je voulais terminer sur cet article justement pour ça, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez important, la santé humaine, la santé de l'être humain. On peut gagner de l'argent avec la force de nos bras si on est en bonne santé, donc la santé reste vraiment primordiale. Le reste n'est qu'éphémère. La base. Enfin, ça c'est la très très bonne nouvelle, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est que le Brésil, c'est un pays très très crypto-friendly. Ça fait des années qu'ils essaient de définir une stratégie par rapport aux crypto-monnaies. Et le summum pour moi par rapport au Brésil, c'est que le Brésil, imaginez peut-être, fera du Bitcoin une monnaie nationale. Ce n'est pas impossible, ça fait des années qu'ils y travaillent. Et on apprend dans The Blog qu'ils sont à la fin d'une réflexion autour du Bitcoin, autour des crypto-monnaies, d'une régulation autour des cryptos, et donc ça peut être hyper intéressant, une régulation, et imaginez parce que là c'est pas El Salvador qui accepte le Bitcoin, ça serait le Brésil, un énorme pays au niveau à l'échelle de la planète. Donc c'est vraiment une information qui peut être ultra bullish pour les marchés aussi. Il y a un dernier point que je voulais vous montrer, ce que je trouve assez intéressant, c'est tous les halvings à venir. Vous voyez, on est au 4e halving. Le prochain aura lieu en 2024. Le halving, c'est la rémunération des mineurs du Bitcoin qui est divisée par 2 tous les 210 000 blocs à intervalles réguliers. Et donc, ça permet d'échelonner l'émission des Bitcoins dans le temps. Ça veut dire que là, pendant 3 ans, en gros, 4 ans, toutes les 10 minutes, il y a 50 Bitcoins qui sont mis en circulation. Actuellement, il y en a 6,25 toutes les 10 minutes qui sont mis en circulation. Et à partir du 24 mai, à partir de mai 2024, il n'y en aura plus que 3. Et ainsi de suite, ce qui fait que on peut s'attendre à avoir les derniers bitcoins émis en 2136, enfin très loin. C'est pour ça qu'on dit que le bitcoin a une émission dégressive. Et bien qu'on sache exactement qu'à la fin, il y en aura toujours 21 millions maximum. Ce qui est intéressant, voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on est au tout début du truc et que vous êtes encore des early adopters. On est là sur la journée de demain. Et sur les news qu'on va avoir. On va avoir des news autour de l'emploi avec le rapport ADP. On va avoir des news au niveau du PIB américain avec la révision du quarter 3. Donc on avait eu ici un chiffre à 2,6 et potentiellement il est possible que ce chiffre change un petit peu puisque c'est une révision. On a également tout ce qui est autour du PIB également. On a les job openings, donc les ouvertures d'offres d'emploi. On aura aussi Jérôme Powell qui va parler à 1h30 PM. Donc attendez, bougez pas. Donc chez nous, ça va donner du 19h30, 1h30 PM. Donc voilà, attention potentiellement à ce discours-là. Est-ce que Powell va ici nous donner un petit peu de la narration autour d'un éventuel pivot ou en tout cas ralentissement, bien évidemment, de la hausse des taux, du rythme de la hausse des taux, ou alors est-ce qu'il va avoir un discours très anti-inflationniste ?
C'est une bonne question. On a plutôt des bonnes data et la Fed nous a dit qu'elle allait être data dépendante, c'est-à-dire que elle allait éventuellement prendre ses prochaines décisions en fonction de la data. Et globalement, bon, ici on a plutôt des bonnes data. On aura un prochain CPI bien sûr pour le mois de novembre autour du 10 décembre et tout de suite dans la foulée, on aura le prochain FOMC, donc meeting de la Fed, qui décidera ou pas d'une hausse des taux. Panacée pour certains, inefficace pour d'autres, les mesures consistant à plafonner les prix du pétrole et du gaz russe sont en réalité profondément inutiles. En effet, actuellement, les dirigeants européens se querellent sur le niveau des deux plafonds des prix de l'énergie, l'un sur les prix européens du gaz naturel et l'autre sur les exportations de pétrole russe. Malgré l'accent mis sur le désaccord sur le niveau des prix, le véritable combat porte sur la politique à suivre, c'est-à-dire chercher à savoir ce que les plafonds de prix sont censés avoir comme effet. Jusqu'à présent, la seule chose sur laquelle les dirigeants européens se sont mis d'accord, c'est qu'ils souhaitent tous mettre en place un mécanisme pouvant être appelé plafond, donnant la sensation que ces derniers agissent activement contre le régime de Poutine, peu importe que le résultat final soit inefficace, onéreux et inutile. Le premier des plafonds énergétiques est interne à la zone géographique européenne, il s'agit du prix du gaz naturel au sein de l'Union européenne, aussi connu pour ses initiales TTF pour Title Transfer Facility. La Commission européenne a proposé un plafond de prix à 275 € le mégawattheure, un niveau bien au-dessus des niveaux actuels d'environ 132 € le mégawattheure, et en plus, et pour couronner le tout, l'application de ce plafonnement est subordonnée à deux conditions supplémentaires que sont que ce niveau de prix de 275 € le mégawattheure soit maintenu durant 2 semaines consécutives et que ce niveau de prix du gaz soit de 58 € plus cher que le prix du GNL durant 10 jours consécutifs. Or, ce scénario ne s'est jamais produit, pas même lorsque les prix du gaz ont considérablement augmenté cet été, et même en août, période durant laquelle le prix du gaz européen était supérieur à 275 € le mégawattheure, cela n'avait duré que 7 jours, ce qui n'aurait pas conduit à l'activation du mécanisme. Autrement dit, et pour faire simple, nous voilà face à une énième mesure complètement débile et inutile, un plafond qui ne plafonne rien. Et la raison est simple, c'est que les décideurs savent pertinemment que plafonner des prix ne sert à rien, si ce n'est empirer la situation, raison pour laquelle l'Allemagne et les Pays-Bas s'opposent à un plafonnement réellement efficace, car cela mettrait en danger la sécurité des approvisionnements en gaz. Seul un plafonnement de la demande, plutôt que des prix, serait réellement efficace, c'est-à-dire qui peut consommer quoi et quand, mais une telle mesure irait évidemment à l'encontre des différents boucliers tarifaires et ferait tomber les pays dans des états de plus en plus totalitaires et interventionnistes, susceptibles de raviver les tensions au sein de la population. En ce qui concerne le plafonnement des prix du pétrole, le niveau proposé se trouve de 65 à 70 $ le baril de pétrole, une fourchette qui se trouve une nouvelle fois au-dessus de celle où le brut de Poutine se vend actuellement, puisque pour rappel, il se vend avec un rabais de 24 $ actuellement par rapport au pétrole de référence internationaux. Encore une fois, c'est un plafond de prix qui ne plafonne rien du tout, et la raison est une énième fois très simple, Washington et le reste des pays souhaitent désespérément que le pétrole russe continue d'affluer sur les marchés mondiaux afin que les prix restent en dessous des 100 $ le baril, afin de limiter l'inflation, les subventions et de taper dans les réserves stratégiques. Donc tout d'abord, les données brutes, elles sont là. Je suis sur le site de la bourse de Chicago. J'ai sélectionné ici Forex, euro-dollar. J'ai ici mes asset managers. Alors on voit bien, vous voyez, dès début octobre, la réduction des positions short, l'envolée de la position nette, mais beaucoup plus intéressant, les traders de hedge fund qui sont repassés net acheteurs début octobre. Attendez mes amis, je vous montre l'euro-dollar. L'euro-dollar, voilà, début octobre. Ici, imaginez quand on était là, d'un point de vue technique, il n'y avait rien qui disait qu'on remonterait à 1,05, sauf les flux institutionnels. Ils nous disaient que cet énorme support des 0,95 provoquerait un rebond. Voilà, ensuite on va reparler de... La partie technique arrive à la fin de la vidéo, hein, pour changer. On va regarder ça tout à l'heure, mais... Donc, non, ce n'est pas un piège d'un point de vue de la finance institutionnelle. Voici donc l'indicateur qui agglomère sur TradingView la position sur Future Options des asset managers plus les hedge funds. Voilà, je vous l'avais montré début octobre. Il repassait net acheteur. Historiquement, à chaque fois qu'il passe net vendeur, ça anticipe le décrochage des prix. À chaque fois qu'il passe net acheteur, ça anticipe le rebond et rebelote.
et rebelote. Donc les mains fortes font le marché. On passe sur les graphes. Stock Money Lizard qui a l'habitude de nous mettre des graphes plutôt bullish. Et là, encore une fois, un graphe bullish qui est intéressant. Et il dit Bitcoin, ce marché baissier va jouer des prolongations en raison de l'événement du signe noir, mais cela ne tuera pas BTC. 2023 sera bon. Et il nous montre un peu le crash qu'on avait eu ici en 2015. Il n'a pas eu en 2018, mais celui de 2015, vous voyez, avec une sorte de triangle un peu penché, je ne sais pas comment appeler ça, avec un premier bottom, un deuxième bottom, et le oscillateur, vous voyez, qui était très bas là, vers les 17, je ne sais pas ce que c'est exactement comme oscillateur. Et après, paf, on a pu remonter. Et le signe noir, bien sûr, c'était Bitfinex à l'époque, qui avait fait un peu de la merde. Là, du coup, FTX, le signe noir, vous voyez, pareil, on fait un bottom, deuxième bottom, avec le sort de triangle un peu plus petit que celui qu'on avait ici. Et au niveau du oscillateur, on est près au même point, vers les 12-13 par ici. Donc c'est intéressant, parce qu'on retrouve des similitudes avec les marchés baissiers qu'on a eu dans le passé. Autre tweet qu'il a fait, c'est toujours pareil par rapport au point bas long terme. Il nous a mis les différences de baisse. Et on peut voir que c'est très très intéressant parce qu'au fur et à mesure en fait des bulles spéculatives qui arrivent sur Bitcoin et les marchés baissiers qu'on vit sur Bitcoin, et ben on a les marchés baissiers qui baissent de moins en moins et aussi des cycles haussiers qui montent de moins en moins. C'est parce que la volatilité s'écrase avec le temps à cause de la capitalisation, à cause de plein de choses. Et donc le premier marché baissier qu'on a fait, on a fait moins 94% sur Bitcoin. C'est énorme. Moins 94%, c'est énorme sur un actif, mais voilà, c'est la volatilité du Bitcoin. Donc moins 94% en 2012. En 2015, durant le marché baissier, là, on a fait moins 87%. En 2018, donc ça, c'est celui que j'ai vécu, le premier que j'ai vécu, moins 84%. Et là, actuellement, du coup, on est sur moins 77%. À chaque fois qu'on pouvait voir, on a les signes noirs, MTGOX ici, Bitfinex ici, Covid-19 ici. Et là, du coup, c'est FTX actuellement. Et ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, moins 94, moins 87, moins 84, moins 77, moins 80%. Ça paraît cohérent parce que, on baisse au fur et à mesure. Donc là, on doit être plus très loin, à mon avis, du bottom. Ce qui a flashé au courant du week-end, eh bien, c'est la divergence haussière sur le Bitcoin, sur le weekly. Donc, plus le time frame est large, donc plus on parle de grande étendue de temps, plus les indicateurs ont un effet positif et durable sur son prix, c'est-à-dire que ça va avoir un impact plus fort sur le mouvement de son prix. Donc, le RSI nous indique un prix qui a augmenté. Donc, le Bitcoin se dirige en territoire survendu, tandis que le réel prix du Bitcoin, lui, continue sa descente. Donc, la combinaison des deux nous indique une divergence haussière sur le weekly pour le Bitcoin. Ça n'arrive pas souvent. Ce genre d'indicateur-là, ça fait plusieurs fois qu'on se parle d'un bas de marché. Est-ce qu'on pourrait l'avoir atteint? Possiblement, potentiellement, il y a des fortes chances que oui. On n'est jamais à l'abri, on le sait avec la crypto, guys, mais ça fait plusieurs signes qui nous indiquent un retournement de tendance bientôt, au courant des prochaines semaines, des prochains mois. Et avec cette divergence haussière sur le weekly, est-ce qu'on vient de confirmer un petit peu un changement de tendance? Est-ce que si on monte les taux d'intérêt au mois de décembre, pas aussi fortement que prévu, que ça pourrait avoir un impact extrêmement positif sur le marché de la crypto? C'est très possible. Donc, le signal est plutôt bullish. C'est rare que ça arrive encore une fois sur le weekly. Plus le time frame est large, plus ça a un impact sur les marchés. Donc, ça va être à suivre, évidemment, parce que le RSI continue à augmenter, mais le prix descend. Donc, ça va être intéressant de suivre ça au courant des prochaines semaines. Actuellement, le BTC, il fait ce qu'on appelle des creux, des sommets descendants, machin. Ici, il y avait beaucoup de zones de stop qu'on est venu bouffer. Il y a eu le FUD de FTX. Il y a beaucoup de gens qui sont venus shorter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça, je vous l'ai montré sur ExoChart, sur Binance en l'occurrence. Alors, ici, rappelez-vous, où on a justement, nous avons ici un open interest qui monte beaucoup sur une bougie où il y a eu beaucoup de liquidation d'ailleurs. Le delta bar est négatif, donc beaucoup de ventes au marché. Et pour l'instant, le prix ne s'installe pas sous cette bougie. Ça veut dire que là, les vendeurs qui sont venus shorter dans cette bougie, ils sont pour l'instant tranquilles. Enfin, ils sont tranquilles. Ils sont pas en gain, ils sont pas non plus en perte. Bon, ceux qui ont shorté vraiment au bottom sont en perte. Mais en gros, la bougie, elle s'étend jusqu'au 18 540. Donc, si on veut mettre un coup de pression à tous ces vendeurs, il faut aller au-dessus des 18 540. Il y a eu aussi ici où on a du coup bloqué beaucoup de vendeurs ici sur ce bottom, où il y a une hausse d'open interest, où il y a un delta bar négatif, donc beaucoup de gens aussi qui sont venus sell market, et donc les vendeurs ici qui ont été absorbés, qui sont coincés. Donc on a beaucoup de vendeurs sur cette bougie, beaucoup de vendeurs coincés ici, et pour l'instant, qui a la tête sous l'eau, c'est ces vendeurs, ok. Donc le marché a un avantage et il peut tenter d'essayer de pousser, ok. Bon, ça très bien. Maintenant, quand on regarde la dynamique, je vais vous mettre l'indicateur qui indique un petit peu les stops. Hop. Donc, tous les stop acheteurs ici qui ont été complètement bouffés. Ici, là, je passe en candle, mais
on avait une mèche, les stops ont été pris également. Donc actuellement, tous les acheteurs, pas tous, on va dire que énormément de stop acheteurs ont été bouffés. Et du coup, la liquidité se trouve où au niveau des stops? Mais possiblement qu'elle se trouve au-dessus des sommets récents qui ont été créés. Donc ici, ça a été capturé. Il y a ici également. Et donc, quand vous avez un marché qui va vous dessiner une dynamique qui ressemble à ça, tac, et puis là, on rechasse les stops. Et là, vous avez la structure qui arrive, comme ceci. Et ben, les stops des acheteurs se font bouffer, on rebouffe une dernière fois, et là, le marché donne un signal qu'on retourne la dynamique, et que du coup, on est peut-être prêt à aller s'attaquer maintenant au stop des vendeurs. En 3 jours, il y a une nouvelle zone de volume qui est en train de se créer, puisque pas mal de volume ici dans la zone jaune. Si on pète ça à la hausse, hop, road to zone rouge. Pourquoi? Parce que dalle ici, gros trou de volume ici pour aller jusqu'au 19 000. Et également gros trou à la baisse, puisqu'à la baisse, il y a que dalle ici sur ce graphe. Si on dézoome un peu, est-ce qu'il y a quelque chose? Pas grand chose. On a également le centre rouge de ce power range ici, si on vire les EMA. Et pour l'instant, on dirait que on est en train de quitter la zone rouge à la hausse, ce qui est plutôt bullish. Historiquement, ça fait des grands résultats. Ici, rebond à la hausse, rebond à la baisse. Mais attention, par contre, clôture dans 2 jours et 15 heures. D'ici là, on peut faire une jolie tige à hausse pour ensuite se péter la gueule à la baisse. Ou l'inverse, tige à la baisse pour ensuite pump to the moon. Au niveau RSI, c'est plutôt positif, en tout cas sur le moyen terme, puisque là, on est loin d'une résistance et proche d'un support historique, en 3 jours lit. Ce support, on peut même le prolonger, j'ai l'impression, pour aller jusqu'à environ là. Ça va ou pas? Ouais. Pas au phase, on le laisse comme ça. Donc 3 supports pour l'instant sur le RSI et prochaine zone de résistance, ça se passe ici autour des, si on monte en ligne droite, environ 58 sur le RSI. On a également une grosse compression ici sur le MACD puisque ça fait depuis maintenant mai 2021 qu'on se compresse de plus en plus. Si écoute, c'est censé faire un très gros résultat, beaucoup de volatilité à la hausse ou à la baisse selon le côté par lequel on perce ici. Aujourd'hui, ce qui se passe là, c'est plutôt positif parce qu'on est également en train de péter cette résistance centrale rouge à la hausse. Pour l'instant, on est sur les mâts rouges et on dirait qu'on se fait rejeter par les mâts rouges. Après, une fois de plus, la journée n'est pas encore clôturée. Tendance totalement baissière, donc les mâts rouges est très dangereuse. Sinon, également joli, comme on peut le voir sur le volume profile, gros trou ici, entre les 16 800 ainsi que les 19 000 plus ou moins. Et également sur le RSI, gros support résistance ici qu'on a pété à la baisse. Et là, on dirait que on est en train de le repéter à la hausse, ce qui serait très positif, puisque là, ça fait pas mal de jours qu'on se fait rejeter à la baisse sur le RSI. Une clôture au-dessus, et bien ça redonnerait un support pour rebondir dessus, pour aller toujours plus haut. 7e astuce, Copy Power permet de copier la carte la plus forte sur le plateau. Cela vous permet donc de posséder dans votre deck la carte la plus forte de votre adversaire. 8e astuce, vendez les coffres 3h et 6h pour obtenir plus de tricelles, mais ouvrez les coffres 12h, il vous faut des cartes et surtout il vous faut des rares. Enfin, on va parler de Sony, et oui, encore une fois, de Sony et de son métaverse. Alors, là c'est pas tout à fait... Enfin, comment dire, genre en gros, ils ont lancé un accessoire, je vais vous montrer, ce sera plus simple, qui s'appelle le Mocopi. Alors, c'est ce que vous voyez là à l'écran, ce sont ces petits badges que vous allez devoir placer sur votre corps. Donc, il y en aura un sur chaque poignet, un sur chaque cheville, un au niveau de la hanche et un au niveau de la tête, avec le bandeau comme on voit à l'écran. Et ça va vous permettre, pouf, de transmettre vos mouvements à votre personnage dans le métaverse, en l'occurrence. Alors, ça va permettre à votre corps de transmettre les informations de vos mouvements à différentes applications. Donc là, en l'occurrence, il montre un avatar, parce que c'est vrai que Sony a pas mal mis en avant le fait que les VTubers, je crois qu'on appelle ça, VTubers, en gros les YouTubers virtuels qui sont pas mal en vogue au Japon, qui sont des streamers et des YouTubers virtuels, et bien cet accessoire va permettre à ces YouTubers-là de pouvoir mieux animer leurs personnages lors de leurs vidéos. Ça va aussi permettre, et bien comme on le disait, dans le métaverse, d'avoir des avatars plus vivants avec des mouvements plus naturels. Facebook avait mis en avant cet aspect-là aussi de leur métaverse avec, pour la première fois, attention, des avatars qui peuvent bouger leurs jambes, etc. Même si c'était avéré que la vidéo dans laquelle ils montraient que les avatars pouvaient sauter, que tout était traqué, et bien que ces séquences en fait étaient précalculées, c'était truqué, qu'en gros c'était pas du temps réel. Alors que là, Sony propose une solution qui va réellement permettre de traquer le mouvement des bras correctement, le mouvement des jambes et d'avoir quelque chose de beaucoup plus naturel.
Alors le prix de vente, il pique un peu, hein, il est de 49 500 yens, ce qui revient environ à 345 €. Et donc pour tous ceux qui se disaient trop cool quand le PlayStation VR, donc leur casque de réalité virtuelle, va sortir en février, il y a des chances qu'ils intègrent aussi ces accessoires là pour avoir un tracking plus naturel dans les jeux. Eh bien ça commence à faire un budget, hein, parce que leur casque de VR sortira à 600 €, hein, le prix a été annoncé. Si on rajoute les 345 € de ces accessoires là, ça commence à faire beaucoup. Donc je pense que c'est pas pour demain que ces accessoires vont réellement nous permettre de mieux nous immerger dans nos jeux, en tout cas PlayStation. Mais Sony, ce qu'ils ont beaucoup mis en avant, c'est comme je vous disais, l'aspect VTuber, donc YouTuber virtuel, et aussi le fait que toutes les informations de mouvement générées par ces accessoires sont retransmises via Bluetooth à votre téléphone via une application, et ensuite ces données vous pouvez les retransmettre à d'autres applications compatibles. Et il parlait notamment de Unity, c'est un moteur de jeux vidéo, et donc tous les développeurs de jeux vidéo pourront avoir accès à de la motion capture pour les animations de leurs personnages de façon beaucoup plus abordable. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.